Ces personnes veulent vivre une vie normale, mais elles ne le peuvent pas, parce qu'elles croient être des pantins à la merci d'êtres venus d'ailleurs. Elles sont convaincues d'avoir été enlevées par des entités extraterrestres. Chaque histoire commence par une apparition. Une énorme sphère lumineuse, gigantesque, de la taille d'une maison à 2 étages. Puis, elles ont un trou de mémoire. Puis, ce qui me revient est d'avoir été relâché par le haut et d'avoir atterri lourdement sur la route dans le véhicule. Je n'ai aucun souvenir de l'heure et demie qui s'était écoulée. Ces événements perturbent leur vie. Ils les forcent à trouver des réponses à des questions qui dépassent notre imagination. Ma première question a été, est-il possible que des personnes soient enlevées par un ovni? Plus elle cherche à éclaircir le mystère, plus il s'épaissit. C'est alors qu'elle se tourne vers des ufologues. Chaque année, je reçois des centaines d'appels à l'aide. En fouillant dans leur passé, elles en arrivent à la terrible conclusion qu'elles ont été suivies depuis leur enfance. Ray asked if there was anything strange about our childhood. It was more like what wasn't strange about our childhood. Pour trouver la clé du mystère, elles se sont tournées vers l'hypnose et elles ont découvert une hypothèse. Quoique difficile à accepter, cette possibilité est impossible à écarter, un enlèvement par des extraterrestres. Ces personnes sont maintenant hantées par la seule conclusion qu'elles peuvent tirer. Leur vie ne sera plus jamais la même. L'histoire de cet homme vient de commencer. Comme les autres, il y a un trou dans le temps. Mais, contrairement aux autres, il n'a pas essayé de chercher des souvenirs enfouis dans son inconscient par peur de ce qu'il aurait pu y trouver. Je veux savoir et en même temps, je ne veux pas savoir. Ça pourrait m'aider, ça pourrait aussi me bouleverser. Il a peut-être simplement perdu la notion du temps, mais il conclura peut-être aussi, comme les autres, qu'il a été enlevé. Au cours de cette soirée qui commence, ces personnes vont raconter leur histoire, leur expérience extraterrestre, comme elles l'aperçoivent. Elles sont peut-être victimes d'une illusion de masse. Mais elles font peut-être aussi partie du prochain chapitre d'un conte bizarre qui a hanté les hommes tout au long de l'histoire. Personne ne connaît la fin de cette histoire. Mais si les opinions de cette personne s'avèrent justes, ce sera la révélation la plus spectaculaire jamais vue et la vie, telle que nous la connaissons, ne sera plus jamais la même. Sommes-nous seuls dans l'univers? Voilà un des grands mystères de ce monde. Depuis le début des temps, les hommes ont vu des choses dans le ciel et se sont demandé s'il y avait quelqu'un là-haut. L'histoire des ovnis est infinie et à chaque décennie, elle devient de plus en plus étrange. Au cours des 30 dernières années, elle a pris une nouvelle dimension avec les enlèvements par des extraterrestres. Les enlèvements. C'est l'aspect le plus bizarre et le plus troublant du mystère des ovnis. On ne connaît pas le nombre exact de personnes qui affirment avoir été victimes d'un enlèvement, mais il a grossi de façon régulière au fil des ans depuis le premier témoignage. Betty et Barney Hill figurent parmi les premiers cas d'enlèvement classiques à avoir été recensés. Au début des années 60, cette travailleuse sociale et ce facteur affirment avoir été suivis par un appareil volant, la nuit, lors d'un voyage dans le New Hampshire. Ils voient une lumière brillante et réalisent après coup avoir eu un trou de mémoire de 2 heures. Au début, ils essaient d'oublier l'incident, puis Betty commence à faire des cauchemars terrifiants. Dans son inconscient, elle a des souvenirs d'avoir été transportée à bord d'un vaisseau extraterrestre et d'avoir été examinée. La plupart des gens qui ont entendu cette histoire ont préféré ne pas s'aventurer sur un terrain aussi glissant. Mais l'analyste de la défense, Raymond Fowler, et l'astronome J. Allen Hynek ont entendu le compte-rendu des Hill personnellement. Ces 2 hommes avaient une approche scientifique et se considéraient eux-mêmes comme des sceptiques. Leur croyance allait se transformer de façon tellement radicale que tous les deux sont devenus des ufologues notoires. Je me souviens d'avoir entendu le témoignage des Hill avant l'enquête. Ils ont témoigné devant un petit groupe. J'étais assis à côté d'un collègue investigateur et j'observais ces personnes et là,
Nous nous sommes regardés tous les deux et j'ai dit, comment ces honnêtes gens peuvent-elles mentir avec un visage aussi franc? Et nous nous sommes dit que ça ne se pouvait pas. Ils croyaient fermement à ce qui leur était arrivé. Et quelque chose leur était indéniablement arrivé. Est-ce que c'était un cas d'enlèvement physique? Nous ne le savons pas. Et des témoignages de sources apparemment crédibles continuent de rentrer, des témoignages qui portent tous les mêmes caractéristiques. Une personne voit une lumière brillante dans le ciel qui la rattrape. Puis, la première chose qu'elle sait, c'est qu'il s'est écoulé des heures sans qu'elle en ait eu connaissance. Elle essaie d'oublier l'incident, mais des cauchemars bizarres ou des souvenirs d'enfance étranges la hantent. Si ça n'avait été qu'un ou deux cas isolés, où les gens revivent des expériences d'enlèvement semblables qui comportent les mêmes caractéristiques, on aurait conclu à une coïncidence remarquable. Mais on a des centaines de gens qui ont fait la même expérience, parfois dans le même ordre. Ils ont vu les mêmes choses. Et à mesure que le nombre de cas rapportés grossit, le public manifeste de plus en plus d'intérêt pour cet étrange phénomène d'OVNI. Aujourd'hui, un nombre grandissant de gens comme Ray Fowler et feu le Dr Hynek se sont obligés d'étudier la question d'enlèvement par des extraterrestres. Aujourd'hui, retiré du domaine commercial de la défense, Ray Fowler consacre une bonne partie de son temps libre à enquêter et à publier des rapports d'enlèvement. Il ne manque pas de travail. Les gens se tournent encore vers lui pour obtenir de l'aide. Ces gens ont des souvenirs partiels ou des rêves d'une expérience d'enlèvement par des extraterrestres. Ils sont troublés. Ils ne savent pas où aller. Ils essaient de parler à quelqu'un, mais personne ne les écoute vraiment. Puis, ils viennent me voir et me demandent de les écouter. Et je les écoute. Parfois, Ray met en branle une enquête tous azimuts pour essayer de découvrir ce qui s'est passé pendant la période du trou de mémoire. C'est ce qu'il a fait quand Jim Weiner lui a demandé de l'aide. Jim ne le savait pas encore, mais lui et son frère jumeau Jack étaient devenus des éléments du chapitre suivant de l'histoire des ovnis, le chapitre des enlèvements par des extraterrestres. Les enquêtes de Ray accaparent tellement sa vie qu'il doit faire un effort pour trouver le temps de s'occuper de sa famille, de son jardin et de son planétarium artisanal. Mais un des cas comporte tellement d'indices d'enlèvement qu'il ne peut pas se défiler. Il l'appelle l'enlèvement à la gâche. Les Weiner étaient des jumeaux identiques. Jim et Jack Weiner sont des jumeaux identiques, des frères dans le sens le plus fort du terme. Ils viennent du même ovule. Le premier complète les phrases de l'autre. Les deux sont artistes et les deux croient avoir été enlevés parce qu'ils étaient des jumeaux. Ils aiment croire qu'ils sont des gens ordinaires. Jim enseigne l'art assisté par ordinateur et vit dans la ville avec sa fiancée. Jack est également artiste. Il travaille comme opérateur optique et vit à la campagne avec sa femme Mary. Des jumeaux identiques. Les ufologues pensent qu'il y a peut-être un lien entre les enlèvements et le fait d'être jumeaux. Si vous vouliez étudier l'espèce humaine, vous pourriez trouver que des jumeaux sont des spécimens particulièrement intéressants. Si vous regardez le phénomène des enlèvements dans son ensemble, vous constaterez qu'il semble y avoir un intérêt très marqué pour le système de reproduction entre mâles et femelles. D'un point de vue humain, il n'y a pas de meilleur sujet que des jumeaux, et particulièrement des jumeaux identiques, pour étudier le mécanisme génétique. Il y a 20 ans, le mot enlèvement ne faisait pas partie du vocabulaire des Weiner. Je me suis toujours considéré comme un gars ordinaire. Marie et moi menions une vie normale, on travaillait chaque jour. Il n'y avait pas de drame, rien de ça. Ce rythme de vie se termine abruptement un soir d'été lors d'un voyage de camping avec leur ami Charlie Foltz. Après ce voyage, le style et les thèmes de leur travail artistique prennent un virage très étrange. Ils commencent à faire des cauchemars bizarres et à ressentir une peur inexplicable. Quelque chose de terrifiant a dû se produire, mais quoi? Ils risquent de perdre leur travail, leur famille et même leur santé mentale s'ils ne découvrent pas ce qui s'est passé. Alors, ils se tournent vers Ray Fowler pour procéder à une investigation. Une hypothèse déroutante en ressort.
un enlèvement par des extraterrestres. Ça prend un certain temps à accepter tout ça. Au début, je trouvais ça difficile. Je me posais beaucoup de questions. Suis-je fou? Est-ce une sorte de maladie physiologique? Est-ce que j'ai une tumeur au cerveau? J'aime bien dire aux gens que ça ne me dérange pas vraiment, que c'est quelque part à l'arrière de mon cerveau. Mais en fait, j'ai ça dans la tête chaque jour. Je dois composer avec ça jour après jour. Jour après jour. Imaginez que vous dites à votre fiancé, à vos parents et à votre patron que vous croyez avoir été enlevé. Jim connaît très bien l'enjeu. Sa fiancée nous a permis de filmer à l'intérieur de la maison, mais elle n'apparaîtra pas devant la caméra. Dans la mesure du possible, ma fiancée essaie de rester en dehors de tout ça. Mais je crois que cette histoire l'effraie un peu. Imaginez la situation. Elle va se marier avec un gars qui affirme que des choses bizarres lui arrivent, des choses absolument anormales. Alors elle se demande si son fiancé a toute sa tête. C'est alarmant pour elle. Et si elle croit ce que je dis, elle va s'inquiéter de ce qui peut lui arriver parce que quand ils viendront me chercher, elle sera là elle aussi. Mais de quoi s'agit-il? Qui s'en vient et que veulent-ils? Jim a besoin de savoir. On ne fait pas ça pour divertir les gens, ni pour passer 15 minutes à la télévision. On le fait parce qu'on a besoin de trouver des réponses. Mais de quoi s'agit-il? Qui s'en vient et que veulent-ils? Jim a besoin de savoir. On ne fait pas ça pour divertir les gens, ni pour passer 15 minutes à la télévision. On le fait parce qu'on a besoin de trouver des réponses. Quand Ray s'offre pour enquêter sur leur cas, Jim et Jack savent que ça ne va pas les guérir. Mais le fait d'avoir quelques réponses vaut mieux que de ne pas en avoir du tout. Voici le monde des chevaux. C'est un monde où les apparences et les traditions sont importantes. C'est un monde d'argent, de pouvoir et d'influence. Tous les ingrédients pour un bon téléroman. Mais derrière la barrière d'une de ces fermes, l'histoire ressemble plus à un épisode d'au-delà du réel qu'à un épisode de Dallas. Voici Claire et Diana, de parfaites inconnues jusqu'il y a 8 ans. C'est du moins ce qu'elles croyaient. Quand Diana embauche Claire pour gérer l'écurie, toutes les deux croient à une rencontre professionnelle heureuse. Claire est une cavalière et une dresseuse habile qui a besoin d'un emploi. Diana essaie de concilier un emploi à temps plein au service forestier et la gestion de la ferme. Aujourd'hui, elle ne croit plus au hasard de leur rencontre. Elle croit qu'elle était arrangée. Elles sont convaincues d'avoir été enlevées ensemble étant enfants pour une sorte d'expérience extraterrestre bizarre et qu'elles se sont retrouvées à l'âge adulte. Je ne comprends pas comment tu es arrivé à la ferme. Une coïncidence. C'était sûrement arrangé. J'ai agi de façon très surprenante. Claire menait une vie confortable à des centaines de kilomètres de la ferme de Diana. Elle avait un bon travail et un style de vie ordinaire. Puis un jour, sans raison apparente, elle laisse tout derrière elle. Je menais une vie stable. J'étais divorcée et j'élevais mon fils toute seule. Nous vivions normalement. J'avais travaillé très fort pour acheter ma maison. Je cultivais mes roses et tout se passait comme je le voulais. J'avais un bon emploi depuis plusieurs années et un revenu raisonnable. Mais quelque chose de mystérieux force Claire à abandonner tout ce qu'elle a si durement gagné. Un jour, je me suis réveillée. J'étais à mi-chemin de mon travail. J'ai pris la sortie beaucoup trop tôt. J'ai fait demi-tour. Je suis retournée à la maison. J'ai appelé mon bureau et j'ai donné ma démission. 2 semaines plus tard, j'ai mis tout ce que je pouvais dans la voiture et je suis partie, sans but précis. J'ai tout laissé, tout ce que j'avais mis tant de temps à obtenir. C'est juste au moment où Diana cherchait quelqu'un pour gérer la ferme.
J'étais découragée. 2 ou 3 personnes s'étaient présentées pour l'emploi, mais elles ne me convenaient pas tout à fait. Ça ne cliquait pas. Et j'ai reçu l'appel de Claire. 2 heures plus tard, elle était là. Puis, les deux femmes ont l'impression étrange de s'être déjà rencontrées. C'était comme si je la connaissais. Je lui ai fait visiter la ferme et je lui ai montré comment ça fonctionnait. Et toujours, quelque chose dans ma tête me disait « J'ai déjà rencontré cette personne quelque part. » Je l'ai embauchée. Elle a emménagé le lendemain et elle a commencé à travailler. C'était il y a 8 ans. Le gîte et le couvert font partie de leur entente. Claire emménage donc sur la ferme où vivent Diana ainsi que son frère et sa sœur. Très vite, le sentiment de déjà-vu se transforme en une amitié solide et elles établissent une routine basée sur les soins à donner aux chevaux. Nous avions une vie relativement normale, avec des hauts et des bas, des bons et des mauvais jours. Les choses allaient plutôt bien. Le train-train quotidien est soudainement perturbé par des événements étranges. Claire et Diana cherchent à les comprendre et l'explication se résume à un mot, enlèvement. Depuis, elles vivent un véritable enfer. Il y a des jours où je ne suis pas sûre que ça se passe réellement, que je crois que c'est un rêve. Elles savent que certaines personnes aimeraient mieux qu'elles se taisent. Claire s'efforce de protéger la vie privée des siens et la famille de Diana refuse de participer à ce reportage. C'est difficile pour eux, presque aussi difficile que ce l'est pour nous, parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne veulent pas croire que nous sommes folles. Ils nous connaissent depuis longtemps et ils savent que nous ne sommes pas du genre à inventer des histoires, que nous ne mentons pas. Claire et Diana savent que certaines personnes croient qu'elles mentent ou qu'elles sont folles. Il y en a d'autres qui sont solidaires. Ça fait un peu plus de 8 ans que je viens ici. Je n'ai aucun problème avec ces gens. Si j'en avais, je ne viendrais pas. J'ai beaucoup de travail. Je suis un excellent maréchal ferrant. Je suis sûr que cela a affecté leurs affaires parce que les gens ne veulent pas venir là où ils croient qu'il y a des extraterrestres qui kidnappent les personnes. C'est logique. Elles ne nous dérangent pas. Ma petite fille vient ici et nous les aimons bien. Je n'ai aucun problème, mais honnêtement, je crois que ce n'était pas très malin de leur part d'étaler cette histoire au grand jour. Mais elles ont effectivement étalé cette histoire au grand jour. La vie de cet homme aussi a été perturbée, bouleversée par l'apparition d'une boule lumineuse dans le ciel. Il s'appelle Fred, et à l'instar des autres qui font partie de notre histoire, il souffre de ce fameux trou de mémoire. Par contre, Fred n'est pas encore convaincu d'avoir été enlevé. Jusqu'à aujourd'hui, il a hésité à essayer de comprendre son trou de mémoire par peur. Unit 5 is clear on Myers Street, en route to Woodstock Hill. Si vous m'aviez dit il y a 1 an que je serais chauffeur de taxi dans le nord-est du Connecticut, je ne vous aurais pas cru. Fred était un humoriste, une étoile montante de l'humour. Il travaillait dans les clubs les plus en vue avec les meilleurs. Je fais de l'humour depuis plusieurs années. Je travaillais 5 ou 6 soirs par semaine. Ma carrière progressait. J'avais reçu le titre du meilleur humoriste dans tout Boston quelques années auparavant. Son personnage de perdant en a fait un véritable gagnant. Headlining all around the country. He's very funny and soon to be your friend. Please welcome Simply Fred. Simply Fred. Fred. Getting the impression my gynecologist is ripping me off. I'll mess up your whole weekend. Thank you. Good night. Fred gagne le concours Une semaine d'humour en 1985, battant 200 autres humoristes dont Jim Carrey.
Je travaillais avec beaucoup d'autres personnes dont la carrière fleurissait. J'étais là depuis pas mal d'années et j'étais prêt à joindre les ligues majeures. Puis c'est arrivé et maintenant je suis ici. Il n'y a pas que la carrière de Fred qui soit compromise. Depuis la nuit de son trou de mémoire, la relation avec sa fiancée Nina se détériore. À un certain moment, elle m'a interdit d'en parler, ce qui n'était pas bon pour moi. C'est une chose à laquelle je devais réfléchir et on m'empêchait d'en parler. Alors je m'en vais où? Je fais quoi? Elle a finalement accepté que je m'y arrête. Il va effectivement s'y arrêter. Fred s'apprête à plonger dans ce mystérieux trou de mémoire. Il espère en revenir avec toute sa tête et retrouver son monde d'autrefois. L'horloge mesure une unité de temps, puis une autre et encore une autre. C'est ce qui définit la vie. Mais si le temps saute, s'arrête, reprend sans avertissement, sans logique, c'est le bouleversement que provoque le trou de mémoire. Pour ceux qui l'ont vécu, c'est plus qu'un mystère, c'est un problème. C'est un voyant rouge qui demeure constamment dans votre esprit et qui vous rappelle que quelque chose ne va pas. Pour Jim, Jack et Charlie, l'histoire commence lors d'un voyage de camping dans une forêt isolée. Mon frère jumeau Jack, deux de nos amis et moi-même sommes allés faire un voyage de camping et de canot dans le parc provincial de Baxter, dans le nord du Maine. C'est dans une région sauvage. Une fois rendu au lac Telos, on doit attendre le gardien du parc pour s'enregistrer. On avait prévu aller à la pêche à la truite dans un lac appelé Smith Pond. Quand le gardien a vu que c'est là qu'on voulait se rendre, il nous a dit qu'on ne pouvait pas y aller. On s'est dit qu'on irait quand même y jeter un coup d'œil, et c'est là que les choses ont commencé à mal tourner. Une couple de nuits plus tard, on a décidé tous les quatre d'aller pêcher sur ce lac. On a fait un énorme feu pour pouvoir retrouver notre chemin. On a pris notre canot, puis on est parti. On était sur l'eau depuis quelques minutes seulement. C'était très marécageux. Il y avait des arbres et des racines sous l'eau. Un endroit dangereux. On était là depuis une vingtaine de minutes, pas plus. Je faisais passer le rayon de lumière de la lampe de poche sur l'eau pour détecter un coin où il y aurait du poisson. Comme je regardais dans l'eau, un des gars a crié « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Quand je me suis retourné pour voir de quoi il s'agissait, j'ai vu au bout du lac, juste au-dessus des arbres, une énorme sphère lumineuse, de la taille d'une maison à 2 étages. Ça n'émettait aucun bruit. Et ça flottait dans les airs. On était dans le sens du vent. Pas de ronronnement, de bourdonnement, de sifflement, de vrombissement, absolument rien. Au début, on a essayé de rester calme. Qu'est-ce que ça peut bien être? Je savais tout ce que ce n'était pas. Ce n'était pas un hélicoptère. Ça ne se déplaçait pas comme un ballon météo. Dans toute ma carrière militaire, je n'avais jamais vu cet engin et je n'en avais jamais entendu parler. Puis je crois que Charlie a dit « Et si je lui envoyais un signal avec la lampe de poche ?» Nous avons répondu que c'était une bonne idée. J'ai envoyé le signal et un rayon de lumière a jailli par en dessous. Il clignotait. Et aussitôt qu'il a envoyé le signal, la chose a commencé à se déplacer vers nous. J'ai empoigné la rame du canot et j'ai commencé à ramer, le plus fort possible. Je concentrais mon regard sur le feu. Jack se retournait sans arrêt. Il disait toujours « Elle va nous rejoindre ».
À ce moment, je crois qu'on était en état de panique. On ramait comme des fous pour s'éloigner. J'entendais les gars pagayer avec leurs mains derrière. L'eau éclaboussait. Ils criaient « Rame, Charlie !» Elle a fait un saut étrange dans l'espace. Elle gagne du terrain. Presque au-dessus de nous. La lumière nous enveloppait. Elle ne peut pas faire ça. Les choses ne font pas ça. La lumière allait toucher l'arrière du canot. On ne pourrait pas l'éviter. C'est la dernière chose qui m'a traversé l'esprit avant de me retrouver sur la rive. Il l'avait distancié, du moins le croyait-il. Alors on est sorti du canot et quand on s'est retourné, la chose était juste là, en face de nous. En fait, elle planait juste au-dessus de l'eau, à une 50aine de mètres. Puis elle a fait un drôle de mouvement. On aurait dit qu'elle implosait. Elle a fait comme ça. Puis elle a réapparu encore plus haut dans le ciel, une lumière aveuglante. On aurait dit qu'elle montait, elle prenait de l'altitude dans un mouvement saccadé. Puis elle a complètement disparu, comme un éclair. C'est difficile à décrire. On se tenait là, debout, et on se demandait ce qui avait bien pu se produire. On était comme en état de choc. Puis, ils réalisent qu'ils ont perdu la notion du temps. Le feu est leur premier indice. Quand on est revenu au feu de camp, il ne restait que des braises. Ça nous a paru étrange, parce qu'entre le moment où on est parti pêcher et le moment où on est revenu, il ne s'était écoulé que 15 ou 20 minutes. J'en étais certain. Il aurait dû y avoir encore des flammes d'au moins 2 mètres. On n'a jamais réussi à expliquer ça, c'est un mystère. Come on, girls. Come on, Mares. Claire et Diana seraient les premières à vous dire qu'un horaire fixe est la clé de la réussite sur une ferme. Mais une nuit, Claire perd 2 heures de façon mystérieuse. Cette perte de temps a non seulement perturbé leur vie, mais elle a aussi menacé son équilibre mental. Tout comme les Weiner, tout commence avec une lumière. J'étais à environ 7 km de la ferme. J'ai aperçu des lumières dans le ciel. C'était tranquille. Je n'entendais aucun bruit de moteur d'avion. Je me suis garé sur le bord de la route et je suis sorti pour voir ce qui se passait. En une fraction de seconde, j'étais de retour dans la voiture, conduisant sur les chapeaux de roue. J'étais 5 km plus loin d'où je me trouvais précédemment. Mes oreilles saignaient, probablement parce que mes boucles d'oreilles étaient à l'envers. J'ai aussi réalisé qu'1 heure et demie s'était écoulée et je n'avais aucun souvenir de ce qui s'était passé pendant ce temps. En rentrant à la maison, je crois que ma première réaction a été de dire « Merci mon Dieu, j'ai réussi à rentrer chez moi en un seul morceau. J'ai mal au ventre, j'ai peur, je suis folle. » J'ai tout de suite pensé « Oh mon Dieu, Claire est folle. Je lui donne trop de travail, il se passe trop de choses. Elle a besoin d'un congé. » J'ai tout de suite pensé « Oh mon Dieu, Claire est folle. Je lui donne trop de travail, il se passe trop de choses. Elle a besoin d'un congé. » Mais l'incident se produit de nouveau. Une couple de semaines plus tard, en revenant d'une rencontre d'affaires, j'ai vu des lumières sur la route devant moi. Soudain, l'intérieur du camion est devenu tellement illuminé que j'étais aveuglé. Puis, ce qui me revient est d'avoir été relâché par le haut et d'avoir atterri lourdement sur la route dans le véhicule.
J'avais peur de leur raconter que ça s'était produit une autre fois. Je ne voulais pas qu'ils me croient folle. J'ai pensé que je faisais une dépression nerveuse. J'ai souvent pensé cela. Claire n'est pas la seule à être déstabilisée par ce trou de mémoire. Dans l'humour, comme dans la vraie vie, le sens du rythme est important. Un soir qu'il se rend dans le Vermont pour donner un spectacle, Fred se rend compte qu'il a perdu plusieurs heures. Sa vie commence à se détériorer. Pour lui aussi, le coup de départ est une apparition. Tout à coup, j'aperçois cette chose. Ça ressemble au dirigeable de Goodyear. C'est ce que j'ai cru. Les lumières ont commencé à flotter au-dessus. Ça retient mon attention et je me dis, ça, c'est le dirigeable de Goodyear et bientôt, je vais voir le nom Goodyear. En quelques secondes, il était réduit à la grosseur d'un ballon de volley-ball. Et je me dis, ce n'est pas un dirigeable. Juste au moment où il s'approche, un avion militaire s'amène. Et comme il arrive dans le champ de vision, le présumé dirigeable se dirige vers le nord et s'éloigne de l'avion en un temps record. Il est parti. Je suis arrivé au spectacle et j'ai fait un des pires spectacles de ma carrière. Je n'arrivais pas à utiliser le microphone. Chaque fois que je voulais le prendre dans ma main, quand j'arrivais à la chute de mon histoire, il y avait un court-circuit. Alors j'ai dû laisser le micro sur son support pendant le reste du spectacle. L'autre gars s'amène et n'a aucun problème avec le micro. Il le prend dans sa main et tout fonctionne bien. Après 5 ou 10 minutes de route, je revois cette chose. Les lumières flottent au-dessus. Ils l'enveloppent complètement. Puis, quand tout est éclairé, elle commence à descendre en biais. Ce n'est pas un dirigeable. Et ça descend toujours, et je la regarde. Elle est en chute libre. Elle va s'écraser. Puis, plus rien. C'est fini. Il ne reste qu'un nuage. Le ciel est d'un rouge de braise. Je m'arrête dans un motel. Je suis exténué. Je ne peux plus conduire. Il est 1h30 du matin. Je suis à une vingtaine de kilomètres de mon point de départ et 3 heures se sont écoulées. Je n'ai pas pu conduire tout ce chemin à 7-8 km à l'heure. Il y a un trou dans le temps, je ne comprends pas. Vous voyez une lumière aveuglante inexplicable dans le ciel et il manque 2 heures dans le temps. Quelque chose cloche. Au début, vous repassez l'histoire dans votre tête en essayant de lui donner un sens. Le lendemain, on s'est réveillé, on a ramassé nos choses, on n'a pas parlé beaucoup. En fait, je ne me souviens pas en avoir parlé du tout. On était dans nos pensées, chacun accomplissait ses tâches pour nettoyer le site. On a pris nos canots et on a commencé à ramer. Plusieurs heures plus tard, on a commencé à repenser à cette lumière qu'on avait vue la veille. Et c'est à ce moment qu'on a réellement commencé à en discuter. Quand on n'arrive pas à voir clair dans une situation, on peut toujours en parler à quelqu'un. Et si on le fait, on risque d'être confronté à la même chose que les winners, c'est-à-dire l'incrédulité. On a fait signe à un gardien qui traversait le lac de venir nous rejoindre. On lui a dit ce qu'on avait vu et on lui a demandé si des personnes avaient signalé quelque chose. Si quelqu'un avait demandé ce qui se passait. On était certain que quelqu'un d'autre avait vu quelque chose, parce que cette chose était énorme. Alors on a raconté l'histoire au gardien et à son acolyte, Matt.
Et il a répondu, « Les campeurs n'en ont pas assez de se plaindre des ours et des moustiques. Ils se plaignent des foutus martiens maintenant. » Il va falloir que je sorte mon pistolet à rayon. Fin de la citation. On ne l'a pas trouvé très drôle. On a dit, « Non, non, ce n'est pas une blague, c'est réellement arrivé. » Alors, personne ne vous croit. Que faites-vous? Les Winner font un simple voyage de pêche. Le premier gardien leur dit de ne pas aller au lac Smith parce que le niveau de l'eau est trop bas. Ils y vont quand même. Puis, ils ont cette étrange apparition de lumière et ils perdent la notion du temps pendant 2 heures. La première personne à qui ils racontent leur histoire les prend pour des fous, alors ils décident de laisser tomber et de poursuivre leur voyage. Mais le lendemain, il se produit quelque chose qui les fait réfléchir. Le lendemain, on s'est rendu dans une autre partie du lac, là où le lac devient un fleuve qui fait partie de la voie navigable d'Allagash. Il y a une série de rapides appelés Chase Rapids, classe 4. Comme on n'avait jamais fait de rapide en canot, on était très inquiets. Et puis on avait beaucoup d'équipement avec nous. Alors on voulait faire du portage. On parlait de portage avec un autre gardien, question de contourner les rapides. Et alors il nous dit, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, il n'y a pas de rapide présentement. Et on répond, mais oui, il y a 3 kilomètres de rapide ici. Et il dit, nous avons eu un ouragan il y a 10 jours, et le niveau d'eau est 1 mètre au-dessus de la normale. Tous les rochers sont immergés. La navigation se fait bien. J'ai trouvé cela étrange parce que le premier gardien nous avait interdit d'aller au lac Smith à cause du niveau de l'eau qui était trop bas. La contradiction était flagrante. Alors on lui a dit, c'est bizarre, le gardien machin chouette nous a dit que le niveau était bas pour cette période de l'année et que par conséquent, on ne pouvait pas se rendre au lac Smith. Aussitôt qu'on lui a dit ça, il a tourné les talons et s'est éloigné de nous. Alors on s'est dit que tout le monde réagirait de cette façon. Ça nous a un peu découragés de faire un rapport officiel. J'ai essayé d'aider Claire, mais elle ne voulait pas parler de ça. Elle espérait seulement que ça disparaîtrait et que ça ne se reproduirait plus. Je veux que tout soit normal, je veux maîtriser les choses, et ce n'était pas le cas. Ma réaction était bien différente parce que je n'étais pas mêlée à cette histoire. Mais quand Claire vit sa deuxième expérience, Diana commence à se sentir impliquée. Son esprit se met en marche et une série de souvenirs font surface. L'incident lui paraissait plus clair et il m'a semblé plus étrange. Il m'a fait penser à un événement qui s'était passé 2 ans auparavant quand nous avions vu des lumières très brillantes en arrière de la maison. Nous sommes sortis et nous les avons observées. Elles étaient fascinantes. En fait, nous avons vu un ovni. Alors j'ai commencé à lire tout ce que je trouvais sur le sujet. Ça me fascinait. La vie sur la ferme doit suivre son cours. Il y a des travaux à faire, des mises bas à assister, mais les 2 femmes remarquent qu'un voile inquiétant assombrit leur vie. Quoi qu'elles fassent, quelque chose de bizarre se produit. Au début, elles mettent ça sur le compte de leur imagination ou du hasard, mais des événements surviennent, trop troublants pour les ignorer. À mesure que les souvenirs surgissaient dans la mémoire de Claire, la situation devenait de plus en plus étrange. Elle a commencé à se rappeler de mains anormales. On a fait le lien avec les lumières qu'on avait vues 2 ans plus tôt. Quand on a commencé à être plus consciente de ce qui se passait autour de nous, on a réalisé qu'il y avait une foule de coïncidences vraiment bizarres. Comme des données à l'ordinateur qui disparaissaient, des lumières ou la télévision qui s'allumait et s'éteignait même si elle n'était pas branchée, des horloges qui s'arrêtaient chaque matin à 3 heures, se mettre au lit les jambes rasées et se réveiller avec du poil. Après un certain temps, on se demande si ce sont vraiment des coïncidences ou s'il n'y aurait pas une explication. J'ai commencé à m'inquiéter quand j'ai compris qu'on était impuissante. Je savais qu'on avait besoin d'aide et de plus d'informations. J'ai pris l'annuaire et par chance, je suis tombée sur la Fondation de recherche sur les ovnis. J'ai appelé et j'ai tout de suite demandé, est-il possible que des personnes soient enlevées par un ovni?
Ils n'ont pas voulu me donner beaucoup de renseignements, mais j'avais l'impression que tout ce que Claire leur disait leur était familier. Ça correspondait à des scénarios connus pour eux, mais ignorés de nous. C'était terrifiant. Plus on en apprenait sur ce phénomène et plus les souvenirs continuaient d'affluer. On a toutes les deux commencé à réaliser qu'on associait tout ce qui se passait à ce phénomène, aux enlèvements, aux extraterrestres, aux ovnis. On devenait paranoïaque. On devait faire la distinction entre les faits qui étaient réels, quoique un peu étranges, et les faits directement reliés à ce qu'on vivait. La différence est très subtile. And there's a very fine line between the two. He's here for your enjoyment right now. Won the Stitches Comedy Riot last year. Please, a nice round of applause for the comedy of Fred. Quand Fred revient de son spectacle manqué au Vermont, après l'apparition suivie de son trou de mémoire, il ne peut pas s'empêcher d'en parler. Il lui arrive de le regretter. Aussitôt que je suis revenu en ville, c'était mon seul sujet de conversation. C'était la chose la plus importante qui ne m'était jamais arrivée. Je ne pouvais pas me taire. J'ai raconté ça à d'autres humoristes et je n'aurais pas dû. Les histoires d'ovnis que Fred raconte commencent à nuire à sa réputation. J'en ai parlé à un agent, un producteur qui avait déjà été contrôleur aérien, et il ne voulait rien savoir. Il m'a juste dit, tu t'adresses à la mauvaise personne, et il a arrêté de me donner du travail. Mais Fred n'a pas que sa réputation en jeu. Ça a démoli ma confiance. La clé du succès dans l'humour, c'est la confiance en soi. Surtout avec le genre de trucs que je fais, des sketchs sur la sous-estimation de soi. C'est très délicat. Si vous n'êtes pas convaincant, le public ne marche pas. Obsédé par les extraterrestres, je n'arrivais pas à me concentrer sur mes blagues. Je veux reprendre ma carrière. Alors, Fred écrit à des clubs d'humour et à des agents espérant trouver une main salvatrice qui l'empêchera de se noyer. Mais en réalité, son esprit est perturbé. Et il sait que sa carrière est suspendue tant et aussi longtemps qu'il n'aura pas essayé de comprendre à fond ce mystérieux trou de mémoire. Qu'est-ce qui pousse une personne à chercher plus loin les causes de ce mystérieux trou de mémoire? Après leur retour de voyage, Jim et Jack Winner essaient de reprendre une vie normale, mais elle ne l'est plus. Le premier indice est un changement dans leur expression artistique. Dès notre retour, mes œuvres d'argile ont brusquement changé. J'ai commencé à faire des objets aux formes bizarres et à l'aspect anthropomorphique. Je ne savais pas pourquoi. Tout ce que je savais, c'est que je ne pensais plus de la même façon. Avant et après le voyage, je n'étais plus le même. Le travail de mon frère aussi a radicalement changé. Avant le voyage, je faisais des tableaux naturalistes, des paysages, des natures mortes, et je ne faisais que de l'huile. Depuis mon retour de voyage, je n'ai pas retouché à l'huile et je n'ai pas refait de nature morte. J'ai simplement commencé à faire des dessins mathématiques compliqués. Il m'a dit, « Jim, ne me demande pas pourquoi je fais ça, je ne le sais pas. » C'était comme une obsession. Quelque chose enfoui dans leur subconscient essaie-t-il de faire surface? Le deuxième indice, leur rêve. Quelques années plus tard, j'ai commencé à faire des cauchemars. Des cauchemars vraiment troublants. Ils me semblaient presque réels. Ça commençait toujours de la même façon. J'étais dans un lieu inconnu. Dans une chambre, sur une sorte de table.
Jim, Charlie et Chuck étaient là aussi, et nous étions nus. Je me souviens avoir pensé, où sont mes vêtements? Pourquoi sommes-nous nus? Je me sentais totalement impuissant, paralysé. Cette créature, cette chose, était inhumaine. Et elle s'approchait de moi dans un brouillard lumineux. Et elle me regardait droit dans les yeux. Il me semblait réel. J'étais terrifié, incapable de bouger. Je me réveillais en hurlant. Couvert de sueur, à moitié fou. J'étais complètement paralysé, à tel point que je m'enfermais à clé dans ma chambre le soir. Et je me considère comme une personne plutôt rationnelle.